Et par exemple, elle me disait que lorsqu'elle était jeune, on lui faisait comprendre qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire. Je crois que c'était au Brésil. Et donc, je participe à une initiation qu'on pourrait appeler vaudou, d'accord, les vieilles cultures venues d'Afrique. Et en fait, les personnes parlent le Yoruba, ok? Du Nigeria. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce Yoruba parlé n'est plus compris. Il faut leur dire aussi, attention, nous vivons dans des sociétés où il y a historiquement des discours qui vous disqualifient. Ne rentrez pas dans ce discours. Comprenez qu'en fait, vous n'avez pas de problème. Ceux qui ont un problème, ce sont les racistes. Parce que très souvent, j'ai l'impression que vous parlez, il y aurait nous et eux. Mais bien sûr. Les personnes qui sont extrêmement racistes. D'accord? Tout le monde est prêt à dire « Ouais, c'est pas bien ce qu'ils font et tout ». Moi, je dis, profitons de ce moment-là pour dire aux autres personnes « Oh, écoutez-moi bien, ils ne sont pas nés comme ça, les mecs. Hein. Si ils ont ces préjugés-là, c'est parce qu'en fait, la société fonctionne et envoie des discours. Ça veut dire que vous aussi, à l'intérieur de vous, vous avez aussi des préjugés négatifs peut-être sur les personnes de couleur noire. Bloody murder, murder, bloody murder, murder, murder. Bloody murder, murder, murder. Lilian, merci de nous recevoir. Merci de recevoir Concert Noir dans tes locaux. Avec plaisir. Voilà. Tu peux nous expliquer pourquoi t'être engagé dans la lutte contre la négrophobie? Écoute, je vais te tutoyer aussi. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Est-ce que je me suis engagé contre la lutte contre la négrophobie? Je ne pense pas. En fait, moi, je suis dans une réflexion sur les mécanismes de domination. C'est-à-dire que pourquoi dans nos sociétés, les hommes se pensent supérieurs aux femmes? Pourquoi les hétéros se pensent supérieurs aux homosexuels? Pourquoi les personnes de couleur blanche pensent supérieures aux personnes de couleur blanche? En fait, d'où ça vient? En fait, l'idée pour moi, c'est donner à comprendre que ce n'est pas naturel. C'est lié à une histoire. Et qu'il faut comprendre cette histoire pour s'échapper de ces dominations. D'accord. Moi, j'ai pour habitude souvent de dire que les personnes qui cherchent à lutter contre le racisme, contre les individus racistes ou contre les sociétés racistes, sont pareilles à une gazelle qui cherche à convaincre le lion de ne pas la chasser. Ben non, c'est pas du tout. Déjà, j'essaye pas de convaincre la société. J'essaie de questionner les individus. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nous, nous sommes porteurs de préjugés, parce que nous sommes porteurs d'une histoire, et parfois, cette histoire n'est pas bien appréhendée. Donc, questionner les gens, c'est permettre justement de sortir de ces schémas de domination. Effectivement, je pense que la plupart des personnes, par exemple de couleur noire, il faut qu'ils prennent conscience qu'effectivement, historiquement, ils sont dans une domination. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de questionner cette domination pour ne pas intégrer un discours négatif sur eux-mêmes. Parce qu'étant donné que nous vivons dans la même société, nous recevons les mêmes informations. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis antillais. Et lorsque, plus jeune, je discutais du racisme avec ma maman, tout d'abord, elle ne comprenait pas le discours, elle ne connaissait pas l'histoire. Donc, elle ne pouvait pas appréhender la situation dans laquelle elle vivait. Et par exemple, elle me disait que lorsqu'elle était jeune, on lui faisait comprendre qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire, pour avoir des enfants qui auraient la peau échappée du noir, la peau moins noire. C'est-à-dire que toute la société antillaise avait intégré un discours négatif sur eux-mêmes, mais ils n'étaient pas conscients de cela. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est intéressant de parler de ces sujets-là. Toi, dans la société dans laquelle on évolue, qui est une ancienne société esclavagiste, une ancienne société coloniale, qui aujourd'hui a des systèmes d'exploitation d'autres peuples qui ne cessent d'évoluer, ce n'est pas, entre guillemets, normal qu'il y ait des individus racistes, que le racisme soit institutionnalisé par la société? Mais le racisme, de toute façon, c'est le fruit d'un discours. Très souvent, ce discours est construit par une minorité de gens. Très souvent, ce discours
vient pour appuyer l'exploitation d'une minorité de gens sur des populations. Et c'est vrai que lorsqu'on veut, par exemple, analyser la période de l'esclavage, elle est très intéressante à analyser parce qu'effectivement, l'esclavage est mis au point par une minorité de gens, cupides, qui veulent exploiter des personnes de couleur noire. Donc si on veut exploiter des gens, il faut construire un discours qui délégitime ces personnes de couleur noire pour pouvoir mieux les exploiter. Mais on retrouve ce même discours dans le rapport des hommes sur les femmes. C'est-à-dire pour exploiter les femmes depuis des générations, les hommes ont construit un discours pour exploiter les femmes et pour expliquer que c'est normal de les exploiter parce qu'elles sont pas comme les hommes et moins que les hommes. Donc elles sont exploitables. Dans les sociétés patriarcales? Non, dans toutes les sociétés. Pas dans les sociétés traditionnelles africaines, qui étaient très matriarcales. Mais on peut être dans des sociétés matriarcales et être aussi dominant. C'est-à-dire que lorsque vous allez aujourd'hui dans les sociétés africaines, on ne peut pas dire que les hommes ne sont pas dominants. Bien sûr, mais ça, c'est pas propre à la société africaine. Ce rapport-là de domination de l'homme sur la femme, ce sont les restes des greffes culturelles qui ont été transmises dans les sociétés africaines. Mais tout d'abord, moi je pense qu'on peut toujours essayer d'analyser les choses qui sont dans le passé. C'est bien, mais la réalité aujourd'hui est que dans les sociétés un peu partout dans le monde, c'est les hommes qui dominent. Exactement. Donc il faut tenir un discours sur ces sociétés-là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, en fait, mon travail, encore une fois, c'est d'analyser le présent. D'analyser le présent pour essayer de construire une société meilleure demain. Donc effectivement, on se sert du passé, mais quand on analyse la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsqu'on peut parler de la société, les sociétés africaines, on peut aussi expliquer que dans les sociétés africaines, il y a une domination des hommes sur les femmes, des hétéros sur les homosexuels. Donc là aussi, il faut combattre ces façons de penser. Mais justement, est-ce que combattre ces façons de penser ne reviendrait pas simplement à revenir à ce qu'on appelait des sociétés authentiques, à savoir celles qui sont dépourvues de toute influence extérieure qui sont apparues en Afrique suite aux diverses colonisations et aux divers envahisseurs qui sont venus en Afrique? Moi, je ne pense pas qu'on puisse revenir à des sociétés où il y avait, par exemple, il y a 300 ans, 400 ans. Pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une continuité historique, il y a une évolution des sociétés, c'est-à-dire comme vous et moi, c'est-à-dire qu'on évolue. Et donc, dans cette évolution, il faut se questionner. Mais dans cette évolution qui emmène au questionnement, on ne va pas revenir à l'âge de l'enfance. C'est pas revenir à l'âge de l'enfance, mais c'est revenir à son état originel. C'est-à-dire qu'un exemple simple, quand il y a eu tous les mouvements d'émancipation aux États-Unis de la communauté noire, l'une des premières démarches qui a été faite des gens qui étaient dans des structures de réappropriation culturelle, c'était de retirer le nom d'esclave qui était attribué. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les greffes culturelles, notamment ce rapport-là de domination des hommes sur les femmes, parce qu'aujourd'hui, tu peux voir dans beaucoup de sociétés africaines, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dans un rapport de domination des hommes sur elles et qui ont une place totalement légitime dans la société. Je te prends l'exemple d'un courant spirituel comme le vaudou, où les femmes occupent des places de chefs spirituels. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les sociétés patriarcales. Ok, mais encore une fois, ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de me raconter, c'est que moi je suis antillais, donc société qui a connu l'esclavage. Est-ce que si j'enlève mon nom Thuram, ça enlève le cas que des générations de mes ancêtres ont subi l'esclavage? Non. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas revenir à une société, comment vous l'appelez, originale. C'est-à-dire, de toute façon, je trouve que cette idée, en fait, d'original, ça me rappelle un petit peu ces personnes qui voudraient penser qu'il y a un retour possible à une certaine pureté. Vous savez, il y a certaines personnes en France qui vous disent « Ouais, il faut revenir aux souches de la France ». Non, quand je te dis authenticité, c'est pas pureté, c'est redevenir qui tu es. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque civilisation a une histoire qui lui est propre. Tu as évoqué le cas de l'esclavage. Les Antillais sont des Africains qui ont été déportés vers les îles des Caraïbes.
Et il y a beaucoup d'Antillais qui entreprennent des démarches de restauration historique. Ok, ça c'est important, Voilà. mais ils ne peuvent pas redevenir africains. Mais ils le sont déjà. Ouais, mais en fait... En fait, ils ne redeviennent pas ce qu'ils sont. Mais non, c'est pas possible. C'est-à-dire tout d'abord la société antillaise. Comme toutes les sociétés évoluent. Tout d'abord, si vous dites que la société antillaise est issue simplement de populations africaines, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire des Antilles. D'accord? Les Antilles sont des hommes et des femmes et enfants africains qui ont été déportés aux Antilles, mis en esclavage aux Antilles. Il y a des Amérindiens qui étaient sur place, des Caraïbes. Il y a des Européens. Il y a des gens qui sont venus d'Asie. Il y a tout ça aux Antilles. Bien sûr. Donc ça veut dire que ça crée une culture. Ça veut dire que si demain, moi je vais, par exemple, vivre, par exemple vous et moi, je ne sais pas quel âge vous avez. 30 ans. 30 ans. Vous êtes né où? Ici à Paris. D'accord. Donc ça veut dire que vous vouliez ou non, si vous allez au Congo, vous allez porter une culture française avec vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou vous mentir à vous-même. Mais vous allez voir que de toute façon, quand vous allez être confronté à la société congolaise, mais les Congolais eux-mêmes vont percevoir que vous avez une culture différente. Ça, c'est propre à l'environnement dans lequel on évolue. Mais porter une culture ne signifie pas avoir l'identité de la culture qu'on porte. Qu'est-ce que c'est avoir l'identité française, par exemple? Je ne sais pas. Exactement. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité française. En tout cas, je sais que qu'importe la culture que je porte, si je marche dans la rue, n'importe qui sait que je suis originaire du Congo. Ah donc ça veut dire que vous êtes dans la rue par rapport à votre démarche. Non, pas forcément. J'écoute ce que vous dites. Hein. Vous m'avez dit si je me balade dans la rue, Oui, on sait que si je marche dans la rue, par rapport à mon phénotype, par rapport à mon faciès, ouais. On est en mesure de me reconnaître, de savoir que je suis congolais. Ok, d'accord. Et moi, je serais quoi? C'est ça maintenant la question. Ben non, puisque vous êtes capable de reconnaître. C'est ça maintenant la question. Mais c'est pour ça que je disais que les Antillais, pour la grande majorité, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire une globalité, sont des déportés de l'Afrique. Et maintenant, il y a des gens par rapport à ce schéma-là, font des démarches pour savoir de quelle zone de l'Afrique ils sont originaires. On sait que par exemple sur l'île de la Martinique, il y a beaucoup de Congolais qui ont été déportés. Okay. Et que, mais il y en a un même qui s'appelle Congo. Bien sûr, okay. Justement. Et qu'il y a un travail qui est fait justement de savoir quelle est l'origine géographique de ces individus qui sont actuellement dans la Caraïbe. Ok. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous dites qu'en fait, que si par exemple, il y a des Antillais qui viennent d'une région bien précise d'Afrique, en fait, ils pourraient retourner là et se réapproprier l'identité du lieu. L'identité culturelle. Pas forcément du lieu. Hein. Mais non, l'identité culturelle, c'est quelque chose qui évolue. Pas forcément du lieu. Bien sûr que l'identité culturelle évolue. Bien sûr. Mais une identité culturelle, elle est bien basée sur quelque chose. Oui, mais justement... Le créole qui est parlé, il est bien basé sur quelque chose. Oui, sur beaucoup de choses. Il est bien basé sur des langues, sur un vocabulaire de personnes originaires de différentes régions du monde. Oui, bien sûr. Voilà, donc, la connotation très importante du vieux français. Voilà, du vieux français, de langue africaine, etc. Oui. Voilà, donc la culture est bien basée sur un socle civilisationnel. Non, la culture, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, lorsque vous allez... dernièrement, j'étais à Cuba. À Cuba ou au Brésil, je ne me souviens plus. Je crois que c'était au Brésil. Et donc, je participe à une initiation, on pourrait appeler vaudou, d'accord, les vieilles cultures venues d'Afrique. Et en fait, les personnes parlent le Yoruba, ok? Du Nigeria. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce Yoruba parlé n'est plus compris. Par les Nigériens. Exactement. Mais pourquoi? Parce que c'est l'adaptabilité en fonction de l'environnement. Non, parce que ce Yoruba est resté figé dans la culture brésilienne, c'est-à-dire qu'elle est restée figée pendant des siècles. Alors que le Yoruba actuel a évolué. Bien sûr. Et donc, elle ne peut plus être là. C'est pour ça que je dis
que ce que vous me dites, que quelqu'un antillais parte sur une autre culture, congolais, sénégalais, tout ça, ok. C'est-à-dire qu'il y a une différence, parce qu'en fait, la culture antillaise est complètement différente, en fait. Totalement. Oui, donc c'est pour cela que je dis, la culture, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose de vivant. Qui évolue. Oui, qui évolue. Bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même lien. Si vous partez des siècles après, vous revendiquez congolais. Non, la question n'est pas de se revendiquer, la question est juste de se rattacher à son socle civilisationnel. Parce que aujourd'hui, regarde, je vais te donner le pourquoi de ce cheminement-là. Ouais. Aujourd'hui, on constate que chez la population noire, il y a un énorme trouble identitaire. Aussi bien dans l'apparence, on voit des gens qui se décapent la peau parce qu'ils ont des complexes, étant donné qu'on les a appris à haïr leur couleur de peau. On rencontre des femmes qui ont honte de porter leurs cheveux parce qu'on leur a introduit un certain complexe. Il y a un problème d'estime de soi. Oui, mais ça il y a un problème d'estime de soi parce qu'on a désorienté ce peuple-là vis-à-vis de sa culture propre. Mais non, ça vient du discours. Mais bien sûr, mais c'est pas qu'on les a désorientés de leur culture propre. Si. C'est le discours d'aujourd'hui. C'est le discours même d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on a introduit dans le discours, comme j'ai commencé au départ, que ce soit, peu importe votre couleur, le discours de la domination blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a appris à ne pas s'aimer. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais c'est-à-dire que vous pouvez, d'accord, être dans la société et ne pas le comprendre. C'est-à-dire que c'est un discours qui emmène les gens à se dénigrer. Mais quand vous allez, par exemple... C'est exactement ce que je dis. Oui, non, mais non, c'est pas exactement la même chose. D'accord. Parce que vous parlez de la culture propre. Bien sûr. Vous allez, par exemple, dans des pays en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, et bien, le discours dominant, étant donné que c'est un discours porté par les États-Unis, on va prendre le cas de la musique et du vestimentaire, vous allez retrouver des jeunes, d'accord, dans tous ces continents, dans tous ces pays, qui sont dans l'attitude hip-hop. Totalement. Ok, donc ça veut dire c'est le discours, c'est-à-dire qui porte le discours. Et moi, en fait, le travail que j'essaie de faire aussi, c'est de dire aux gens, ayez la capacité de ne pas vous faire piéger par le discours qu'ils portent. Lorsque certaines personnes, comme Marcus Garvey, qui, d'accord, rêvait d'un retour à l'Afrique, donc il y a eu des garvéistes qui sont retournés en Afrique, il y a eu des Américains qui sont retournés en Afrique, et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés en Afrique? Ils ont reproduit les mêmes schémas qu'ils connaissaient sur le territoire américain. Ça veut dire qu'eux se sont comportés en dominant vis-à-vis des Noirs. Bien sûr. Donc, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient grandi dans un environnement qui les avait éduqués d'une certaine façon. Exactement, parce qu'ils sont revenus en Afrique avec une peau noire, mais un comportement d'Américain. C'est exactement, exactement le problème qu'il a eu avec le Libéria, où les Afro-Américains sont revenus se pensant supérieurs aux autochtones. J'ai compris, mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites en fait que c'est pas de leur faute. Non, c'est pas ça que je dis. Mais non, mais je ne comprends pas ce que vous dites en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils sont revenus avec le logiciel occidental. Ils ne sont pas revenus en ayant adopté le paradigme africain. C'est-à-dire que le rapport de domination qu'ils ont alimenté parce qu'ils étaient originaires des États-Unis a été à l'origine de l'échec du retour en Afrique au Libéria notamment. Mais c'est ce que je vous dis. Oui, et c'est pour ça que je parle d'ancrage civilisationnel. Parce que, en se pensant différent, parce qu'on peut évoluer dans un endroit totalement à l'opposé de notre origine géographique, mais en conservant son paradigme, bien qu'on est tous imprégnés de l'environnement dans lequel on évolue. Au Congo, le Congolais de la ville n'a pas forcément les mêmes réflexes que le Congolais qui évolue en milieu rural. C'est totalement humain. Et donc, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora, on est tous
imprégné de notre environnement direct. Mais rien Mais tout n'empêche. le monde. Voilà. Peu voilà. importe si vous êtes africain, Voilà. asiatique, Totalement. tout le monde est imprégné de son environnement. Exactement. Sauf que rien n'empêche qu'au-delà de tout ça, on peut conserver un socle civilisationnel commun. Mais qu'est-ce que vous entendez par socle civilisationnel? Tradition, coutume, paradigme. Mais vous savez, les traditions historiquement évoluent aussi. Oui, C'est-à-dire que les traditions du Congo de 2017 ne sont pas les traditions en 1500 au Congo. Bah, bien sûr. Donc vous voyez bien que comment vous pouvez dire que l'Antillais qui a eu des familles déportées en 1500, ok, nous sommes en 2017, comment vous voulez qu'ils puissent garder les socles de quelle tradition? Je ne dis pas de conserver le socle traditionnel comme il a été au moment où ils ont été déportés, mais de se rattacher et de l'adapter à son climat actuel, à son contexte actuel. Ce qui fait que lorsqu'on a une estime de sa culture, qu'importe le discours en face, on ne peut pas nous dévaluer. C'est parce que, parallèlement au discours dominant que tu as évoqué, il y a également aussi une diabolisation de la culture africaine, en l'occurrence, c'est ce qui nous concerne. Il y a une diabolisation de la culture, ce qui fait que les Africains du continent, de la diaspora, des Caraïbes, ont une mauvaise image de tout ce qui est lié à l'Afrique. Et c'est comme ça que le discours dominant peut être intégré par tout le monde. C'est ce qui fait que les gens sont prêts à se mutiler la peau pour avoir une peau plus claire. C'est ce qui fait que, tu évoquais tout à l'heure la peau chapée, il y a une adoration, entre guillemets, d'une peau plus claire. Parce qu'on a assimilé un discours qui tentait de faire croire que tout ce qui se rapprochait de la noirceur était de... Non, moi, le discours... Je ne comprends pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Non, le discours est que les gens veulent faire partie des dominants. Et malheureusement, historiquement, l'histoire proche a construit cette domination blanche, parce que les gens sont dans cette logique-là. Mais encore une fois, c'est-à-dire que, bien évidemment, mais que vous soyez noir, ou que vous soyez blanc, ou que vous soyez je ne sais pas quoi, c'est toujours important d'avoir un lien au passé. Pourquoi? Pour comprendre le présent. Savoir d'où je viens, mais pas oui, savoir mais c'est pas simplement une question des personnes de couleur noire. Oui, mais moi je parle en l'occurrence des noirs parce que c'est ma cible, c'est ce qui me concerne, tu vois. Ça veut dire... J'ai compris, mais il est important aussi que lorsque vous parlez de cible, il faut ouvrir le discours pour comprendre que les mécanismes sont les mêmes. Oui, totalement. Ça veut dire que moi, mon discours, je l'adresse aux noirs, mais n'importe qui peut s'approprier ce discours-là et se appuyer. De la même manière que je t'ai parlé des noirs qui se décapent la peau, on a des asiatiques qui se débrident les yeux pour ressembler aux canons de beauté occidentaux. C'est la même problématique. Mais moi, je cible oui, mais ça mais j'ai compris. sur mais la communauté noire. C'est toujours... Moi, tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas de communauté noire. En France. Non, mais vous avez dit, je cible à la communauté noire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de communauté noire. Donc, vous me dites en France. Donc, ça veut dire que la communauté noire existe où? Au Congo? Aux États-Unis. Oui, non, mais vous m'avez... Aux États-Unis, elle existe. Voilà. L'Union africaine, c'est une communauté africaine. C'est ça la démarche. Non, mais attendez, il y a une différence entre communauté africaine des pays et communauté noire. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, on évolue sur un territoire qui diabolise le discours qui permettrait à ces minorités de s'émanciper. Mais sur d'autres zones géographiques, on regarde les États-Unis par exemple, où bien que leur situation soit beaucoup plus déplorable que nous autres en Occident, ils arrivent à se prendre en main de par leur système. Pourquoi vous dites que la situation des Noirs aux États-Unis est plus déplorable qu'en Europe? Je trouve qu'elle est beaucoup plus déplorable de par leur situation. Ils sont beaucoup plus dans des situations précaires et misérables que ce qu'on peut voir en France par exemple. Ok, mais vous pourriez dire aussi qu'il y a beaucoup plus de personnes noirs américains qui sont très riches par rapport à des Noirs en Europe. Oui, mais ça c'est l'épouvantail. C'est mais parce que si on fait un ratio entre le nombre de personnes riches, émancipées, etc., de la communauté noire aux États-Unis et le nombre de
personnes dans la pauvreté, on verra que c'est totalement disproportionné. Tout d'abord, moi je pense que, pour vous dire, aux États-Unis, il y a une communauté noire, d'accord? Mais de noirs américains. Donc ça veut dire que si vous êtes congolais ou antillais, les noirs américains ne vous reconnaissent pas dans la communauté. Bien sûr. Ok, non mais c'est très important de le dire, parce que quand vous dites la communauté noire, on a l'impression qu'il suffirait d'avoir une couleur dite noire pour faire partie de cette communauté. Tout d'abord, il y a une histoire qui est commune, d'accord, de l'esclavage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, très important aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a eu un combat pour l'émancipation fait par ces noirs-là. Après, il y a eu un moment de la ségrégation, donc ça veut dire qu'il y a eu une élite noire qui s'est constituée. Par exemple, pour parler, vous savez, de la communauté, comme je vois que ça vous interpelle, vous avez vu le film Les femmes de l'ombre? Non, pas encore. Okay. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'elle a été cofinancée par Pharrell Williams. En fait, c'est ça qui est intéressant aux États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, dans l'histoire des Américains, ceux qui ont permis de faire changer les lois, c'est en fait l'élite financière noire. Parce qu'effectivement, ceux qui ont attaqué les lois et qui ont mis une stratégie en place. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la même démarche parce qu'eux, ils vont faire des films qui vont interpeller les gens. Mais moi, personnellement, je pense que il n'y a pas de communauté noire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut vous renvoyer à votre couleur de peau. Mais moi, j'ai grandi dans la région parisienne, donc il y avait des gens qui venaient du Zaïre, d'autres qui venaient du Cameroun, dans d'autres pays. Ok. Donc moi, je sais qu'il n'y a pas de communauté noire. C'est-à-dire que les gens qui inventent la communauté noire, c'est qu'en fait, qu'ils vous jugent avant tout sur la couleur de votre peau. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Ben, c'est vous qui avez dit que vous faites votre film pour la communauté noire. Oui, mais parce que ça, c'est le terme que j'emploie communauté noire, il n'existe que dans ce contexte géographique-là. C'est-à-dire que parler de noir en Afrique, ça ne veut rien dire. Oui, mais c'est pas... Non, mais... Donc, en fait, ce terme-là, je l'utilise je pense que de manière propre à notre contexte actuel. C'est-à-dire que tu as parlé de Cameroun, de Congo, même ces identités-là, elles ont été créées par les mêmes personnes qui nous désignent en tant que noirs. Oui, mais... En fait, c'est le même schéma. C'est le même schéma des personnes qui ont tracé à la règle les frontières en disant ça va être le Cameroun, ça va être le Mali, ça va être ceci, ça va être cela. C'est le même schéma. Bien évidemment, je sais que les gens me perçoivent noir, d'accord? Et je sais l'histoire. Qu'est-ce que c'est être noir? Et donc, moi, je pense que les gens, il faut les emmener à décortiquer le discours. C'est-à-dire que quand vous parlez des gens qui se dépigmentent, les gens qui ont un mal-être avec eux, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est les emmener, de génération en génération, à décortiquer le discours pour justement ne pas intégrer le discours qui voudrait qu'on leur fasse comprendre qu'eux ont un problème et qu'ils sont inférieurs. Et donc moi je pense encore une fois, c'est le discours qu'il faut emmener à décortiquer parce qu'il y a des gens qui ne décortiquent pas le discours. Et pourquoi le discours peut être extrêmement dangereux, d'accord? Mais pas que pour les Noirs. C'est pour ça que dans ma fondation, j'essaie de travailler sur les mécanismes de domination. Lorsque, par exemple, vous êtes un jeune garçon, une jeune fille homosexuel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le discours est un discours violent. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes et jeunes garçons qui se suicident. Pourquoi? Parce que la majorité voudrait décider à savoir ce qui est bien ou pas bien pour vous. Et donc, chez les jeunes filles et garçons noirs, il faut leur dire aussi, attention, nous vivons dans des sociétés où il y a historiquement des discours qui vous disqualifient. Ne rentrez pas dans ce discours. Comprenez qu'en fait, vous n'avez pas de problème. Ceux qui ont un problème, ce sont les racistes. N'oubliez jamais. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas à nous de décortiquer le discours des racistes. Mais ça nous, ceux qui sommes ciblés par ce racisme-là, où tu évoquais justement le fait qu'il fallait décortiquer le discours. Mais c'est à qui de décortiquer le discours? Mais c'est à personne de le décortiquer. C'est-à-dire alors il faut laisser le discours comme il est. Non, mais moi, je pense clairement que le racisme, c'est juste un rapport de force. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu es identifié en tant que Lilian Thuram, ancien champion du monde, je ne pense pas que tu subisses le racisme à ce moment-là. Je pense que le racisme, tu le subis quand les gens ne savent pas qui tu es et
le seul reflet de ta couleur de peau. Ouais, exactement. Voilà, donc il s'agit simplement de rapport de force. Et donc c'est pour ça que j'évoquais le fait que le discours, on n'a pas à le décortiquer pour le comprendre, parce que ça reviendrait à devoir comprendre pourquoi ces personnes-là ne nous considèrent pas comme des êtres humains et qu'il faudrait justifier et prouver notre humanité. Et moi je pense que le travail, il devrait plutôt se cibler sur les personnes qui reçoivent ce discours-là et qui développent un mal-être par rapport à ça. Le jeune homme, vous vivez dans la même société. Mmh. Si vous voulez aider quelqu'un dans un mal-être, Mmh. il faut que cette personne comprenne le discours. Pas forcément. Ah, Pas d'accord. forcément. On peut être opaque à un discours. Vous avez déjà fait de la psychologie? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être opaque à un discours. C'est-à-dire que... Mais non, vous ne pouvez pas être opaque à un discours. Qu'est-ce que vous racontez? Mais bien sûr que si. Vous êtes dans la même société? Mais bien sûr que si, ça veut dire qu'en étant ancré dans son socle civilisationnel, la perception, Qu'est-ce que vous appelez ancré dans la... tradition, coutume, paradigme. À partir Mais, de ce moment-là... donc vous vivez dans un monde clos. En fait. Non, je ne dis pas dans un monde clos, mais ce que je veux dire, c'est que je n'accorde pas de crédit et d'importance au discours des uns et des autres. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que j'évoquais le rapport de force. C'est-à-dire que le discours, il disparaît, le racisme, il disparaît dès lors qu'on est puissant. On le voit aujourd'hui, comment la France traite ses populations maghrébines, supposées être arabes des quartiers populaires, et on voit comment elle reçoit des personnalités du Qatar, par exemple, qui sont censées être également des arabes et qui ont une certaine puissance financière. Et du coup, on voit bien que le positionnement, il est totalement différent selon la perception des uns et des autres. Vous vous êtes intéressé un peu à l'histoire? Oui, totalement. D'accord. Par exemple, quelqu'un comme Martin Luther King, qu'est-ce qu'il a essayé de faire voir? Il a voulu démontrer la férocité blanche. Oui. Donc, vous voyez bien qu'il faut parler à tout le monde. Mais je sais aussi que Martin Luther King, en fin de vie, il a également dit qu'il a tenté de faire rentrer son peuple dans une maison en feu, en regrettant certaines démarches qu'il a entreprises. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut forcément regarder les attaques qu'on nous fait ou pas se prendre en charge tout simplement? Mais qu'est-ce que ça veut dire se prendre en charge? Se prendre en charge, ça veut dire être opaque au discours qui... Mais comment vous... Mais attendez, on vit dans la même société. Vous recevez des discours. Donc, il faut analyser les discours. Il faut donner la capacité aux enfants de comprendre les discours. Mais encore une fois, moi, ce que j'arrive pas à saisir dans la discussion, dans vos discours, parce que très souvent, j'ai l'impression que vous parlez, il y aurait nous et eux. Mais bien sûr. Mais c'est qui les eux? J'ai l'impression que vous, je peux me permettre, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas la complexité des choses. C'est-à-dire que pour vous, il y a eux et nous, et à chaque fois, il y a une guerre entre nous et eux. Non, il n'y a pas de guerre, mais il y a juste un simple constat, c'est-à-dire que tu as évoqué le fait... Vous avez vu, par exemple, la marche de Martin Luther King? Oui, bien sûr. Ok, vous savez qu'il y avait des gens de toutes les couleurs et de toutes religions. Bien sûr. D'accord. Donc c'est pour ça que quand vous utilisez des nous et des eux, il faut être plus nuancé. C'est-à-dire que moi, quand j'explique que historiquement, il y a une domination, d'accord, une construction d'une domination des personnes de couleur blanche sur les personnes de couleur noire, c'est vrai. Quand j'explique qu'il y a une domination des hétéros sur les homosexuels, c'est vrai. C'est-à-dire que vous venez de culture, et moi je viens aussi de culture, où effectivement, je ne pense pas que les gens acceptent facilement l'égalité entre les personnes hétéros et homosexuelles. D'accord. C'est une réalité. Mais est-ce que tout le monde est homophobe? Bah non. Exactement. Bah non. Donc c'est pour mais ça moi, je n'ai pas fait de généralité. Hein. Mais si, parce moi, que je parle des gens qui prennent des décisions. La société civile, de tout temps, a toujours fait un travail pour qu'il y ait plus d'égalité. Mais, effectivement, l'égalité, ça se gagne, ça ne se donne pas comme ça. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est qu'il faut éduquer les gens à décortiquer le discours, à comprendre ce qu'il y a derrière. Par exemple, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que montrer aux gens de la rue pourquoi ils vivent comme ils vivent.
Pourquoi nous vivons comme nous vivons? Pourquoi vous avez votre téléphone? D'où viennent les matériaux? Moi, je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut aussi qu'on puisse se dire, d'accord, nous allons dénoncer les choses. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes Européens. Sur les papiers, oui. Non, pas sur les papiers. Dans la vie, ce qu'on profite... Sur les papiers. Vous ne saisissez pas ce que je veux dire. Dans la vie, je profite. J'ai des gens qui ne sont pas européens qui profitent des mêmes choses que je profite. Non, ici, oui, nous sommes européens. Oui, mais c'est sur les papiers qu'on est européen. On peut vivre en Europe sans être européen. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut montrer la complexité des choses. Parce que si vous ne montrez pas la complexité des choses, ben, ça sert à quoi? C'est-à-dire montrer la complexité des choses. Aujourd'hui, lorsque, je reprends l'exemple du football, lorsqu'il y a des cris de singe à chaque fois qu'un joueur touche le ballon, lorsqu'on lui jette des bananes, quelle complexité doit-on démontrer? Il y a quoi à montrer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Quand on animalise un être humain, il y a quoi à démontrer dans l'attitude, dans le comportement? Alors, tout d'abord, il faut peut-être expliquer aux gens qui ne font rien que si on est là aussi, c'est de leur faute. Ça veut dire que la personne qui fait ce geste-là, ok, on va tous regarder cette personne, il va y avoir des critiques, d'accord, parce qu'il y a des critiques sur les personnes, en les dénonçant, en les stigmatisant, en leur disant ouais, c'est honteux de faire des choses comme ça. Et moi je leur dis, ok, c'est très facile quand il y a un acte raciste de pointer la caméra là, mais peut-être qu'il faut aussi pointer la caméra sur tout le monde. Parce qu'en fait, la plupart des gens, nous avons aussi des préjugés négatifs sur les autres personnes. Et donc, il ne faut pas simplement regarder cette personne en disant « Oh, la mauvaise personne ». Il n'est pas né comme ça. C'est la société qui produit ça. C'est la société qui produit. Mais il y a beaucoup de gens, ne subissant pas le racisme, ben, ils pensent que ben, quand on raconte des histoires de racisme, presque c'est peut-être pas vrai ou peut-être que c'est exagéré. Oui, mais dans ton discours, ça implique systématiquement de prendre les gens pour pouvoir se faire... non, changer la mentalité de la société. Oui, mais changer la mentalité comment? Des sociétés. Oui, mais voilà, c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'un individu, un groupe d'individus qui jettent des bananes sur des noirs, qui font des cris de singe, pourquoi il y a besoin de prendre les gens pour montrer que ce qu'il a fait, c'était mal? Tout le monde le sait que c'est mal. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous n'écoutez pas en fait. Mais si, j'ai écouté. Mais en fait, c'est pas ce que je ne suis pas obligé d'adhérer au discours que tu as évoqué. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas dit ça. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit les personnes qui sont extrêmement racistes. D'accord? Tout le monde est prêt à dire ouais, c'est pas bien ce qu'ils font et tout. Moi, je dis profitons de ce moment-là pour dire aux autres personnes oh, écoutez-moi bien, ils ne sont pas nés comme ça, les mecs. Hein. Si ils ont ces préjugés-là, c'est parce qu'en fait, la société fonctionne et envoie des discours. Ça veut dire que vous aussi, à l'intérieur de vous, vous avez aussi des préjugés négatifs peut-être sur les personnes de couleur noire. Donc, ne dites pas simplement qu'eux, ils sont mauvais. Questionnez-vous à savoir qu'est-ce que vous pensez. Oui, mais ce que les gens y pensent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent à partir du moment où ils ne font pas de mal. Ah non, non. Mais on ne peut pas combattre les sentiments des gens. On ne peut pas combattre les sentiments des gens. Par contre, les actes que les gens vous racontez. Mais on ne peut pas combattre les sentiments des gens. Vous pensez que le sentiment, d'accord, depuis, par exemple, l'année de naissance de mon grand-père, qui est en 1908, n'a pas changé, n'a pas évolué? Non, il s'est adapté. Ah, ça n'a pas changé? Il s'est adapté, j'ai dit. Ben, on n'est pas d'accord, jeune homme. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que toi, tu penses qu'au Congo, dans les pays africains, dans les pays arabes, en fait, à l'intérieur de ces pays-là, il n'y a pas des rapports de force entre individus. Mais bien sûr. Il y a des individus qui sont massacrés bien sûr. par le pouvoir. Bien sûr. Je sais même pas comment tu peux avoir cette impression-là, parce qu'à aucun moment, mais non, j'ai fait savoir que dans une zone ou pas. Je vais te dire, tu sais pourquoi? Parce que quand tu dis il faut revenir au sexe civilisationnel. Ouais.
Mais quand tu dis revenir au successionnaire, on a toujours l'impression que ce socle-là serait bienveillant et n'est pas entaché de rapports de domination. Mais ce socle civilisationnel, le retour-là, je le prenais pour l'estime de soi, par rapport au fait que les gens ont une mauvaise estime de leur apparence, de leur identité, et qu'ils se mutilent par rapport à ça. C'était dans ce cas de figure-là mais moi que j'évoquais cela. Je pense maintenant, concernant tout ce qui est racisme, et l'histoire le démontre, et on le voit tous les jours, c'est qu'une histoire de rapport de force. Le racisme, il est subi que par les personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Oui, mais parce que parfois on les met dans une situation de... Oui, mais voilà. Et donc, il ne s'agit pas de faire comprendre aux autres qu'ils ont des sentiments de racisme, etc. Mais il s'agit de se retrouver dans des situations où on est beaucoup moins exposé à la vulnérabilité, de manière à ce que les gens qui développent ce sentiment-là raciste le gardent en eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a beaucoup moins de haine qu'à l'époque de ton grand-père, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens intériorisent ce sentiment-là et qui ne sont plus en mesure de l'exprimer. Parce que même à l'époque de l'esclavage, ce n'était pas la totalité des populations blanches qui haïssaient les Noirs. C'était pas la totalité.